Philippe Bachelier, vous êtes photographe, journaliste et enseignant. Vous êtes également président de l'UPP, une organisation professionnelle s'adressant aux photographes. Vous êtes passionné par le noir et blanc et à ce titre avez développé une véritable expertise sur le sujet, en rédigeant notamment l'ouvrage Noir et blanc, publié aux éditions Erol en 1996 et qui en est à sa 4e édition revue et augmentée. Une édition sur le noir et blanc numérique est également sortie en 2018. Pouvez-vous nous dire d'où provient cette passion pour le noir et blanc ? Passion pour le noir et blanc, en fait, je dirais à brûle-pourpoint que je n'en sais rien. Voilà, la seule chose dont je sois sûr, c'est que j'aime la photographie en noir et blanc. Il n'y a pas de raison majeure qui s'imposerait euh, pour ce goût pour le noir et blanc, mais je dirais qu'il y a plutôt des conjonctures. J'ai découvert dans les années 70 l'œuvre de Cartier-Bresson, de Jane Smith et de Paul Strand. Mes parents m'ont offert le livre de Shenz et Sief, La photo, qui est sorti en 1976 chez De Noël, et qui m'a beaucoup marqué à l'époque parce que ça mêlait aussi bien la technique que l'esthétique. Et c'est une époque où j'ai découvert la photographie à travers des images imprimées, dans la presse, dans l'édition. Mais ça a été aussi, en fait, une période où les galeries photos s'ouvraient à Paris. En fait, bon, quand je dis les galeries photos, il n'y en avait pas beaucoup, mais notamment, il y avait celle d'Agathe Gaillard, qui a ouvert de mémoire autour de 1974, et puis peu de temps après, la galerie Zabriskie, qui existait donc à New York et qui a ouvert une antenne en France. Et en fait, ça m'a permis de voir des tirages. Et chez Zabriskie, notamment, c'était à la fois euh, une librairie et une galerie. Et donc, je pouvais confronter les images imprimées avec les tirages. Et cette confrontation avec les tirages a été une révélation, en fait. Et puis, à la même période, j'ai pu voyager aux États-Unis, découvrir d'autres galeries, dont Cartier-Bresson, Robert Frank, Paul Strand, Edward Weston, Ansel Adams, Eugene Smith, et puis d'autres photographes, même Lee Friedlander. Bon, c'est pour en donner des exemples. Et donc, j'étais vraiment confronté au tirage, et je conserve toujours une grande fascination pour le tirage argentique, que ce soit des tirages qui datent du 19e siècle, du 20e ou du 21e siècle. Et c'est parce qu'en fait, je trouve qu'il y a une vie très particulière dans ces petits cristaux, microscopiques cristaux d'argent qu'ils ont pris dans de la gélatine ou de l'albumine. En fait, il y a quelque chose d'organique, et je pense que je ne serais pas aussi fasciné par le noir et blanc si le tirage n'existait pas. Et ensuite, bon, je trouve qu'il y a ce qui pourrait plaider pour le noir et blanc par rapport à la couleur, c'est aussi une certaine sensualité du papier et de l'encre noire qu'on retrouve dans les livres, pour ce qui est des textes de littérature ou de poésie. En fait, je trouve qu'il y a une filiation entre les deux. Enfin, je le ressens comme ça. Et puis, bon, il y a la simplicité formelle du noir et blanc qui, à mon sens, révèle peut-être mieux les choses. Puis le jeu des formes mises en valeur par la lumière. Et puis, dernier point, je dirais que c'est mon goût pour le labo argentique, le fait qu'on doive y mettre les mains autant que les yeux pour décider de l'interprétation du négatif. Donc ça se fait peu à peu. En fait, il y a un côté artisanal. Cela dit, bon, en numérique, puisque je m'occupe aussi de noir et blanc numérique, j'avoue que j'aime bien le traitement de l'image à l'écran, les impressions Gédan, que je trouve de très belle qualité. Moi, mais en fait, je trouve qu'il y a peut-être un peu moins de magie à produire un tirage jet d'encre qu'un tirage argentique. On n'est pas dans le même cérémonial. C'est probablement parce que la main, il y a moins sa part, et puis que je reste assez attaché comment dirais-je, au métier du tirage argentique. Cette passion pour le noir et blanc, est-ce que ça signifie que la couleur ne vous intéresse pas ? Alors, vaste question. Non, j'aime la couleur, j'aime aussi beaucoup la couleur, mais je pense que je préfère la couleur chez les autres.
Bon, en fait, j'ai pris mes premières photos dans les années 70, c'était avec du film et en noir et blanc. C'était une forme d'évidence à l'époque, mais en fait, j'ai aussi fait des photos en couleur. À l'époque, on utilisait essentiellement de la diapo. J'ai pu faire quelques incursions en Kodachrome, mais en fait, quelques exceptions près, j'étais moins emballé que par le noir et blanc parce que j'avais pas cette possibilité de réaliser des tirages couleurs satisfaisants. C'était soit j'étais pas équipé, soit le faire m'aurait coûté trop cher. Et puis, dans les expositions, les cibachromes que j'ai pu voir, qui étaient vraiment le tirage phare à l'époque, avaient des couleurs claquantes qui, en fait, me fascinaient moins qu'un tirage noir et blanc. C'est vrai que le côté très super brillant du polyester, qui est le support du cibachrome, me fascine moins que la gélatine ou l'albumine des tirages noir et blanc. Alors, dans tout ça, malgré tout, il y avait le procédé dye transfer. J'ai pu en voir quelques tirages lors d'expositions. J'avoue que la sensation face à un dye transfer est assez proche de celle que je peux avoir en noir et blanc, mais c'est un procédé vraiment complexe. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul labo qui est en Allemagne qui fait du dye transfer. Mais bon, j'avais pas la possibilité d'en faire, donc en fait, je sentais la couleur comme une forme d'impasse. Puis, le numérique est arrivé, ça a bouleversé la donne. Euh, et là, en fait, j'avoue que j'aime bien pouvoir travailler la couleur. Et alors bon, mon travail en couleur est pas, comment dirais-je, est peu publié, mais j'aime beaucoup en fait travailler les couleurs. Et puis les imprimantes jet d'encre offrent quand même un grand choix de papier, de base, de surface, et puis je trouve de belles couleurs. Et en fait, la couleur numérique m'a amené à approfondir mes connaissances sur la vision humaine, sur la perception des couleurs par l'œil, et puis sur les modélisations de la vision humaine. En fait, la couleur est plutôt une sorte, pour moi, de voyage dans la vision, et qui se traduit aussi par des tirages sur du jet d'encre. Alors, vous enseignez les techniques de tirage auprès de la jeune génération au sein de l'établissement Speos. Comment apprend-on cette spécificité photographique en 2020 à l'heure où numérique, argentique et procédés anciens se côtoient? Alors en fait, je dirais que les outils changent, mais les enjeux restent les mêmes. C'est-à-dire que pour produire une image qui corresponde à l'intention de l'auteur, on est dans des registres similaires. Le plus difficile, ce n'est pas la maîtrise de l'outil, mais c'est décider ce qu'on va modifier par rapport au premier jet. En argentique, on découvre le résultat sur un tirage, sur un premier tirage, puis ensuite on affine, on va jouer sur la densité, le contraste, sur les zones à éclaircir, les zones à foncer. Si on effectue un tirage couleur, eh bien, il faudra revoir des bascules de couleur, des dominantes. Mais en numérique, en fait, le premier jet, c'est ce qui s'affiche à l'écran par défaut quand on ouvre une image dans des logiciels de traitement comme Photoshop, Lightroom, Capture One ou enfin tout autre logiciel. Et ensuite, il faut prendre la décision de modifier ce qui nous semble devoir être modifié. Donc, on jouera là aussi sur la densité, le contraste, les zones éclaircies, à foncer, pour que l'ensemble de l'image prenne vie. Du coup, en couleur, on aura un peu plus de possibilités pour jouer sur les teintes et les saturations. Mais en fait, voilà, je vois pas
vraiment de grandes différences. Alors l'attrait qu'il peut y avoir aujourd'hui pour l'argentique, je pense, est à observer dans le cadre d'un souhait de mettre la main, d'avoir une alternative assez artisanale où on se sent peut-être davantage créateur de l'image parce qu'on est face à du tangible depuis la pellicule jusqu'au tirage final en passant par les étapes chimiques. Mais en fait, qu'il s'agisse de procédés numériques ou de procédés analogiques, en fait, on retombe sur les fondamentaux de tout travail, qui est la maîtrise des outils, avec une pratique régulière de ces outils, et puis, pour ce qui est de l'image, un sens de l'agencement des formes et des couleurs qui s'acquiert par la fréquentation des œuvres de photographes, de peintres, de sculpteurs, enfin bref, tout ce qui a trait aux arts plastiques. Alors vous êtes en relation avec plusieurs laboratoires. Quel rôle jouez-vous? Donc en fait, je dirais que j'entretiens plutôt des relations d'amitié et d'échange avec certaines personnes dans les labos sur les procédés qu'ils utilisent. Je dirais qu'on est un peu dans le registre de cuisiniers qui se rencontrent, qui échangent sur leurs recettes, sur la saveur des plats préparés. Euh, mais plus précisément avec Picto, en fait, joue un rôle d'interface entre l'école Ospeos, où je donne des cours, et le labo, et notamment sur la partie Picto Online, pour faciliter en fait, les commandes, pour, en fait, pour l'interface, pour qu'elle soit la plus fluide possible pour les utilisateurs. Selon vous, quelles sont les perspectives d'avenir du tirage pour les années, décennies à venir, que ce soit en termes de procédés, de support ou encore de conservation? Alors, je pense que l'intérêt pour le tirage ne disparaîtra pas. Je crois qu'il faut le considérer comme un objet esthétique à part entière. Les tablettes numériques n'ont pas tué le livre papier et les ordinateurs n'ont pas fait disparaître la peinture sur toile ni la sculpture. Je pense que l'être humain a besoin de tangible à côté des prouesses du numérique et que le tirage poursuivra sa vie comme objet particulier à côté de ces représentations numériques sur un écran d'ordinateur, une tablette. En fait, on se retrouve d'une certaine façon dans une situation similaire entre l'image imprimée dans le livre et le tirage proprement dit. En fait, je pense que ce sont des voies parallèles de l'exploitation des images. Auriez-vous une anecdote, un souvenir à partager avec nous? Alors, au début de mon activité de photographe, je vivais en colocation, boulevard du Montparnasse, à 2 pas de la rue de l'Ambre. Et puis, c'est comme ça que j'ai découvert Picto, dont j'ignorais l'existence jusque-là. Et puis, l'histoire de Picto, et puis la personnalité de son fondateur, Pierre Gassman. Et puis ensuite, les hasards de la vie ont fait que j'ai eu la chance d'échanger avec des passionnés comme Christophe Batifoulier, Fred Jourda ou Perram, sans oublier Michel Vaisseau et bien sûr Philippe Gassman, qui a pris le relais à la tête de l'entreprise. Et d'ailleurs, je dirais que je suis très heureux de l'ouverture de l'atelier Philippot, qui correspond au regain d'intérêt pour le noir et blanc argentique et pour les procédés anciens comme le platine. Et ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle qui est à la fois dans l'histoire, dans les fibres de Picto et qui en même temps est une ouverture sur un avenir qui mêle les procédés traditionnels avec les dernières technologies du numérique.